8 stades universitaires américains dépassent les 100 000 places. Le plus grand, c'est celui de Michigan. Tout ça, juste pour voir jouer des étudiants. Le football américain universitaire, c'est clairement le deuxième sport du pays. Devant le basket, devant le baseball, devant le hockey sur glace. Et pourtant, son fonctionnement est à l'opposé de notre cerveau d'Européen. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer la machine, comment fonctionne le football américain universitaire, comment fonctionne une saison, la route pour aller jusqu'à la NFL. Et à la fin, a priori, j'espère que tu auras compris l'un des écosystèmes les plus dingues du sport mondial. Qu'on soit bien d'accord, je suis pas là pour t'apprendre les règles. Ça, va y avoir une vidéo à part sur les règles du football américain. Non. Aujourd'hui, vraiment, on va rentrer dans le détail du fonctionnement d'une saison de football américain universitaire, du college football. C'est parti ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le football américain universitaire n'est pas un championnat au sens où nous, Européens et Français, on le conçoit. Quand on réfléchit à un championnat, on pense à la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga. Donc tu as 18-20 équipes qui jouent des matchs aller-retour, les unes contre les autres. À la fin, celle qui a le plus de points a gagné et elle est championne. C'est simple, t'oublies tout ça, ça fonctionne pas comme ça. Déjà, il va falloir que tu mesures l'échelle de ce qu'on parle aujourd'hui. Combien il y a d'équipes ? Il y en a plus de 130. Oui, j'ai bien dit 130 équipes. Et ça, c'est juste au sommet de la hiérarchie. Et au sommet de la hiérarchie, on a ce qu'on appelle le FBS, le Football Ball Subdivision. C'est de ça dont on parle quand on évoque le terme college football. C'est là où il y a Alabama, Ohio State, Auburn, Notre-Dame, toutes ces universités dont tu as peut-être déjà entendu parler. Juste en dessous, il y a ce qu'on appelle le FCS. C'est la même division universitaire sur le papier. Mais alors là, attention, on n'a pas du tout les mêmes budgets. Et en dessous encore, tu as la division 2, la division 3. Là-bas, il n'y a pas de bourse sportive. Les joueurs sont juste là normalement pour étudier. Et sur le côté, tu as ce qu'on appelle le Junior College, le JUCO. Et ça, tu en as peut-être déjà entendu parler parce qu'on a certains joueurs français qui sont passés par ce niveau-là. C'est un peu la voie de rattrapage, la dernière chance pour ceux qui n'ont pas réussi à aller au niveau supérieur. Mais finalement, on retient juste FBS parce que le reste, c'est vraiment pour donner du contexte. Mais alors finalement, pourquoi c'est aussi gros ? En fait, il ne faut pas voir le football universitaire et ces équipes-là comme des clubs. Non, pas du tout. Les gens, finalement, ne supportent pas leur équipe parce qu'elle est bonne. Non, c'est parce que leur père, leurs parents de manière générale, les grands-parents, y ont étudié. Et parce qu'aussi, c'est l'université de leur état. En Alabama, c'est soit Alabama, soit Auburn. Ça se décide à la naissance et ça ne se négocie pas du tout. Et il y a une autre chose à savoir, c'est que généralement, dans ces villes universitaires, il n'y a pas d'équipe de football ou même équipe de sport professionnel dans la grande majorité des cas. Donc, c'est un peu la seule opportunité pour eux de voir du sport en direct. Et c'est pour ça que chaque samedi d'automne, les stades sont remplis. Et s'ils sont aussi gros, c'est pas de la vanité, c'est parce qu'il y a un réel engouement chaque samedi en automne et en hiver. Et à côté de ça, ces 20 dernières années, ce niveau du sport est devenu un business à part entière. Les joueurs, maintenant, sont rémunérés avec ce qu'on appelle les NIL. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans. Il y aura une vidéo spécialement là-dessus. Et en plus, en ce moment, si tu regardes la vidéo autour de fin août, début septembre, il y a plein de sujets là-dessus. Non, aujourd'hui, on reste juste sur de la mécanique sportive et on enchaîne tout de suite avec les conférences. Parce que ce deuxième bloc, finalement, c'est un peu la clé de voûte du système. C'est ce qui va te permettre de comprendre comment ça fonctionne. On a plus de 130 équipes au sommet du football universitaire. Elles peuvent pas jouer l'une contre l'autre. C'est juste pas possible. La saison, elle durerait 3 ans. Parce qu'une saison de football universitaire, c'est très court. C'est de fin août, début septembre à janvier. C'est 12 matchs de saison régulière. Juste 12 matchs. Donc, les universités, elles se sont regroupées en conférences. Donc si tu veux, une conférence, c'est un peu une ligue à l'intérieur de la ligue. C'est donc un groupe d'écoles qui se sont rassemblées dans ce qu'on appelle du coup une conférence. Elles vont jouer principalement les unes contre les autres. Elles vont négocier leurs droits télé ensemble et elles décernent aussi leurs propres champions. Et là, il faut que tu comprennes une chose qui n'a absolument aucun équivalent en Europe. La NCAA, l'organisme qui gère le sport universitaire, ne s'occupe pas de ce championnat. Pas du tout. Elle est juste là pour
dicter les règles, gérer l'éligibilité des joueurs pour passer au niveau professionnel. Elle organise les finales de tous les autres sports. Mais le titre national en football universitaire, elle ne le contrôle pas. Ce sont réellement les conférences qui ont le pouvoir. Elles ont l'argent des droits télé, c'est elles qui ont le pouvoir de décider. Mais toutes les conférences ne se valent pas et c'est important de comprendre ça pour la suite. En haut, on va dire qu'il y a 4 conférences qui dominent. On va les appeler le Power 4. Tu as la Big Ten, la SEC, l'ACC et la Big 12. Ce sont elles qui touchent les plus gros contrats télévision, c'est elles qui vont recruter les meilleurs joueurs du pays et c'est elles qui ont la quasi-totalité des équipes qui ont gagné le titre national à la fin de l'année. En dessous, il y a les autres conférences. On va parler du Group of 5. Même division, même règles, un budget qui est largement en dessous des Power 4. Elles vont gagner quand même très rarement le titre national, mais elles ont quand même une porte qui leur est laissée pour jouer ce titre national. J'y reviens plus tard. Et enfin, tu as les indépendants. Il y a des équipes qui refusent catégoriquement de rentrer dans une conférence plutôt qu'une autre. Et la plus célèbre d'entre toutes, et de très 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 loin, c'est Notre-Dame. Elle choisit ses adversaires, elle négocie elle-même son propre droit télé pour ses matchs. Enfin, il faut quand même se rendre compte de la dinguerie du truc. C'est un statut qui est unique et qui est débattu chaque année dans le sport américain. Et dernière chose sur les conférences, et c'est ce qui rend un petit peu ce sport un peu passionnant, enfin ce niveau de sport un peu passionnant, c'est que ça bouge absolument tout le temps. Sur les 10 dernières années, tu as eu plein d'équipes qui ont bougé d'une conférence à une autre. Mais tout ça, ça met fin à des rivalités qui sont presque centenaires, tout ça parce que les droits télé sont mieux de l'autre côté. Donc tu as des équipes de la côte pacifique qui se retrouvent dans des conférences qui historiquement sont plutôt axées sur le Midwest à 4000 km d'elle. Mais bon, tout va bien. C'est comme si le PSG demain disait « Allez, salut la Ligue 1, je pars en Bundesliga ou en Première Ligue, les droits télé sont quand même vachement mieux là-bas. » Donc si tu regardes cette vidéo dans 2 ans, s'il te plaît, ne viens pas mettre en commentaire « Tu dis n'importe quoi, c'est plus comme ça. » Je le sais, ça risque de bouger. C'est le sport, c'est pas moi. Maintenant que je t'ai donné la structure du football universitaire avec les conférences, maintenant comment se déroule une saison. Je t'ai dit il y avait 12 matchs, mais comment ça s'organise? Une saison de football universitaire commence fin août. Elle a 12 matchs, c'est très court. 12 matchs de saison régulière, c'est 1 par week-end, c'est tout, et c'est presque toujours le samedi. Il y a des matchs le vendredi, il y a des matchs le dimanche, mais le gros, ça commence le samedi, et en plus pour nous Français, ça commence le samedi à 18h. Parfait. Et cette brièveté, un petit peu comme en NFL finalement, change absolument tout. En Ligue 1, si tu perds 1, 2, 3 matchs au mois de septembre, tu peux quand même terminer champion au mois de mai. C'est pas grave. Au college football, un match perdu t'élimine quasiment automatiquement de la course pour le titre. Ce qui fait que ces 12 matchs, ce sont 12 petites finales. Et c'est pour ça que quand les gens vont voir un match de football universitaire, il y a un réel enjeu parce que ce qui se passe devant leurs yeux là sur le terrain peut potentiellement changer le cours de toute une saison. Comment on choisit ces matchs ? Comment les adversaires de chacune des équipes sont donnés ? Tu as une grosse majorité de ces 12 matchs qui sont joués face à des adversaires de la même conférence. Le reste, c'est souvent choisi assez librement. Parfois, c'est des grosses affiches contre une autre conférence. Et la plupart du temps, c'est contre des équipes plus faibles qu'on a payées pour se garantir un match facile et donc une victoire. Et puis, début décembre, chaque conférence va organiser sa finale. Les 2 meilleures équipes de la conférence s'affrontent et le vainqueur est sacré champion de sa conférence. C'est quand même un titre qui compte beaucoup pour l'université, mais aussi pour les joueurs. Et là, la saison régulière est terminée. 2 choses vont commencer, les bowls et les playoffs. Et on va commencer par les bowls, parce que pour notre cerveau d'Européen, ça n'a aucun sens. Littéralement aucun sens. Un bowl, c'est un match unique, sans lendemain, qui est joué sur un terrain neutre, entre des équipes qui probablement ne se seraient jamais affrontées autrement que par ce biais. Généralement, il porte le nom d'un sponsor, il a son trophée, sa ville forcément où là il se déroule, et même un trophée. Et il y en a même qui existent depuis les années 1900. Et en tout, il y en a une 30aine. Et pour y participer, c'est très simple, il faut avoir au moins 6 victoires sur la saison. Ouais, t'as bien entendu. On va faire jouer un match unique
à des équipes qui ont fait, à minima, une saison moyenne. Bilan à l'équilibre. 6 victoires, 6 défaites. Ça n'a aucun sens pour nous, vraiment. C'est comme si tu faisais un petit tournoi de fin d'année entre le 12e et le 13e de Ligue 1. Ça n'a pas de sens et tout le monde s'en fout. Mais attention, parce que là, ça se complique, parce qu'il y a certains bowls qui sont beaucoup plus prestigieux que les autres. Le Rose Bowl, le Sugar Bowl, le Orange Bowl et le Cotton Bowl, ceux-là sont réellement prestigieux. Ces bowls-là ne servent plus du tout comme théâtre d'un match de gala. Non, maintenant, ils font partie du tournoi final. Et c'est ce qui va m'amener à t'expliquer les playoffs, justement. Mais avant de commencer à rentrer dans les explications de comment les playoffs fonctionnent, juste une chose, ça bouge beaucoup là aussi. Pendant des décennies, il n'y avait même pas de finale. Le champion national était désigné par les journalistes. Oui. Donc tu pouvais avoir deux équipes qui avaient terminé invaincues sur la saison, désignées championnes nationales, et elles ne se sont jamais rencontrées. Et puis, il y a eu un système à 2 équipes, quand même, un petit match. Et puis après, on s'est dit, 2, c'est quand même pas beaucoup, on va passer à 4 équipes. Et puis maintenant, on est à 12. Mais sache une chose, je t'ai dit, ça bouge beaucoup, on est déjà en train de réfléchir potentiellement à un tournoi à 24 équipes. Aujourd'hui donc, il y a 12 équipes. 5 places sont automatiques. Elles reviennent, je pense que tu as peut-être déjà compris là où je veux en venir. Il y en a 4 qui sont réservées aux 4 champions des plus grosses conférences, celle du Power 4. Et la 5e, elle va aux meilleurs classés des champions de toutes les autres conférences. C'est la fameuse porte d'entrée pour les petits dont je te parlais tout à l'heure. 5 places pour des champions, ça en laisse 7 pour les autres. Comment elles sont attribuées ? Eh bien, elles sont attribuées par un comité, le fameux comité de sélection dont on entend parler chaque année et où les débats sont interminables pour savoir qui aurait dû y être et qui n'y mérite pas d'y être. C'est pas un classement, ce classement ne se fait pas vis-à-vis du bilan, il ne se fait pas par les résultats sportifs réels, concrets. Non, tu as des gars qui se réunissent autour d'une table et qui disent « Oh bah je pense que cette équipe mérite d'être 6e, d'être 7e, d'être 8e. » Le AP Poll de chaque saison, de début de saison et chaque semaine est donné. C'est un réel indicateur sur qui potentiellement pourra aller en play-off ou pas. Donc évidemment, chaque décembre, c'est la polémique. Ensuite, le tableau final. Les 4 premières têtes de série sont exemptées de premier tour. Les 8 suivantes vont s'affronter et voilà le meilleur détail. Ces matchs vont se jouer sur le campus de l'équipe la mieux classée. Pas sur un terrain neutre, vraiment chez elle, dans leur stade, en décembre, potentiellement sous la neige, et ça, c'est exceptionnel. Les vainqueurs vont rejoindre ensuite les grands bowls dont je te parlais tout à l'heure. Rose, Sugar, Cotton, Orange, Fiesta, Peach. Ça va servir de quart de finale et de demi-finale. Et la finale, elle se joue au mois de janvier sur terrain neutre, très généralement dans un stade de NFL. On a fait toute la saison. Maintenant, cette partie-là va probablement vraiment t'intéresser si tu suis plus la NFL. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, il n'y a pas de centre de formation. On est d'accord. L'université, c'est le centre de formation pour la NFL. Chaque joueur que tu vois chaque dimanche dans la red zone, il est passé par ce niveau-là. La règle d'entrée, elle est claire et elle est stable depuis des années. Pour pouvoir te présenter à la draft NFL, il faut que tu aies joué au moins 3 ans au niveau universitaire. Ça veut dire tout simplement qu'un joueur ne peut pas rentrer en NFL à 18 ans. À sa sortie du lycée, ce n'est pas possible. Un cas comme LeBron James qui n'a pas été en NCAA au basket n'est tout simplement pas possible en NFL. C'est un cas absolument unique dans toutes les grandes ligues américaines. Donc quand tu regardes un match de college football, tu regardes les joueurs qui vont jouer en NFL potentiellement dans 1, 2, 3, 4 ans. Et c'est là qu'intervient le Heisman Trophy, dont tu as peut-être déjà entendu parler, je ne sais pas. C'est le trophée du meilleur joueur universitaire qui est donné chaque année. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur la course au trophée Heisman 2026, je précise comme ça au moins, voilà, j'ai fait une vidéo, le lien va apparaître quelque part au-dessus de moi, je ne sais jamais dans quelle direction, mais il y a une vidéo si tu as envie d'aller la regarder, fonce. Et dernière chose qui a changé assez récemment, les joueurs peuvent désormais changer d'université un petit peu comme ils le veulent. Avec un concept qu'on appelle le portail des transferts. Concrètement, un effectif
peut se vider et se reconstruire en un seul hiver. Un quarterback titulaire dans une équipe peut devenir titulaire chez le rival, par exemple. C'est un marché des transferts qui est complet avec ses agents et avec ses enchères, évidemment. Mais là aussi, et je pense que tu as commencé à le comprendre, les règles pour ce portail des transferts changent assez régulièrement. Donc, je te donne pas de date, je te donne rien parce que ça se trouve, l'année prochaine, ce que je suis en train de te dire est complètement caduc. Ce dernier bloc, promis après j'arrête de parler, je vais te donner les raisons pour lesquelles une fois que tu rentres dans le college football, t'en sors plus. Vraiment. Qu'est-ce qui rend finalement ce sport, ce niveau de sport complètement unique? Déjà, premièrement, les rivalités. Vous êtes déjà beaucoup à me réclamer des vidéos sur les rivalités dans le sport US. Ça arrive, vous inquiétez pas, peut-être même que quand toi tu regarderas cette vidéo, elle sera déjà sortie. Donc peut-être que le lien apparaîtra, je ne sais pas, on verra bien. Mais les rivalités. Tu as des rivalités qui datent même pas du siècle dernier, mais encore du siècle avant, de la fin du 19e siècle. Elles ont des noms, des trophées qui sont complètement absurdes. Il y a même des rituels. Et perdre ce match-là, c'est... Comment dire ? Déjà, ne serait-ce que pour ta fierté en tant que joueur, c'est catastrophique. Ça peut coûter sa place à un entraîneur aussi. Et même dans certains cas, c'est même plus important que ton bilan à la fin de la saison. Tu peux faire une saison immonde, mais si tu as gagné ce match, ta saison, elle est réussie. Deuxièmement, c'est l'effectif qui change en permanence. Un joueur va rester 2, 3, 4 ans. L'effectif va complètement changer. Il n'y a pas de génération dorée où les joueurs vont rester ensemble pendant 10 ans et où tu as toute une génération qui va dominer pendant des années. Non, ça n'existe pas. Et troisièmement, le déséquilibre est assumé. En NFL, on fait tout pour que l'équité, pour que ce soit le plus équilibré, que l'égalité soit respectée. Dans le college football, c'est l'inverse. Les riches recrutent les meilleurs joueurs du pays. Donc, ils gagnent plus. Donc, ils gagnent plus encore d'argent. Tu as à peu près une quinzaine de programmes seulement, d'universités, sur plus de 135, tu te rappelles, qui se partagent les titres nationaux depuis plus d'un siècle. C'est ça finalement le modèle du college football. Et quatrièmement, et c'est peut-être finalement le plus important, ce sont des étudiants. Ils ont 18, 19 ans, ils font des erreurs que les pros ne feraient absolument jamais. Ils jouent devant des stades de 100 000 personnes, ils ont 18 ans. Un match de college football, c'est imprévisible, c'est tellement plus chaotique qu'un match de NFL. Il y a souvent plus de points, ça c'est une certitude, c'est souvent beaucoup plus spectaculaire, à n'en pas douter. C'est injuste au possible, mais en final, c'est ça qui rend ce niveau tellement passionnant. Voilà, tu vas pouvoir regarder du college football en comprenant son système, en comprenant pourquoi telle équipe joue contre telle équipe, pourquoi ils me parlent de SEC, pourquoi ils ont un badge avec marqué Big Ten. Maintenant, a priori, tu comprends. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu à nouveau. Oublie pas évidemment de t'abonner, oublie pas de mettre un petit commentaire, de lâcher le petit pouce bleu évidemment, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos autour du college football. Je vais essayer de sortir une série de vidéos sur tout cet univers, donc on va parler d'argent avec les Nils, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur le trophée Heisman, donc n'hésite pas à t'abonner pour rien rater de toute l'actu des sports US sur ma chaîne. Je te dis à très vite, ciao ciao.